Bonjour à tous. Donc après ces quelques minutes de retard qu'on vous prie d'excuser liés à un petit problème technique, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenantes pour cette petite heure, avec l'autorisation de la personne pour un léger dépassement qui passe après. Donc dans l'ordre alphabétique, je vous présente déjà Paula Eisenberg, qui est historienne de l'art et qui, alors qu'elle travaillait dans le milieu des galeries parisiennes, aux alentours de l'année 2000, a fait la rencontre d'Antoine de Galbert, avec lequel elle va travailler pendant de longues années. Notamment, elle a aidé à la création de la fondation d'Antoine de Galbert, la Maison Rouge, que vous connaissez très certainement, et y a travaillé jusqu'à sa clôture en 2018. À la suite de ça, elle a pris un poste de directrice des projets artistiques du groupe immobilier Emerige en janvier 2019. Et bien entendu, au travers des nombreuses expositions qu'elle a organisées à la Maison Rouge, elle a eu l'occasion plusieurs fois de travailler avec Hélène Delprat, donc, qui est une des artistes invitées de ce festival, que je vais laisser le plaisir de présenter à Paula. Je crois que c'est le plus simple. Une seule chose que je puis dire, c'est que voilà, je vous invite à consulter le site d'Hélène Delprat, www.hélènedelprat, tout en minuscule, tout attaché.com, pour tous ceux qui voudraient aller plus loin, lire le blog qui est très intéressant et parcourir un peu l'œuvre, les carnets. Voilà, je vous laisse la parole, Paula. Allô, bonjour, vous m'entendez? Merci, merci beaucoup pour votre introduction. Bonjour Hélène. Bonjour à vous. C'est assez impressionnant de se retrouver dans cette salle. Qu'en dis-tu, dans cette chapelle de la Trinité? On est bien là? Moi, j'en dis que je me sens absolument bien ici et que j'adore ça. On est toute petite. Alors Hélène, je vais commencer par faire une petite introduction, une petite présentation de ta vie, ton œuvre. Et puis, on va essayer d'entamer un dialogue autour de ton travail et de ce superbe thème du Festival d'Histoire de l'Art, qui est le plaisir. Tu as passé ton enfance à Amiens. Tu es la 4e enfant d'une mère institutrice, d'un père entrepreneur. Très tôt, vers 12-13 ans, tu te rends quotidiennement au cours du soir, en dessin, en peinture, à l'école des Beaux-Arts. Et dès tes 18 ans, tu intègres l'école des Beaux-Arts de Paris. Et à 23 ans, tu es pensionnaire à l'Académie de France à Rome pour 2 ans. Tu occupes l'atelier d'Ingres. Et tu peins énormément. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit. J'ai peut-être menti. Très tôt, les galeries te repèrent. Tu acceptes d'entrer chez Mag, parce qu'il travaille avec Gérard Gaziowski, dont le travail t'intéresse. Tu vends bien tes toiles, une certaine notoriété, t'auréole. Tu exposes beaucoup. Et pourtant, quelques années après, vers 95, tu prends un chemin de traverse, tu quittes cette voie toute tracée qui t'attendait et tu choisis de prendre le risque d'autres pratiques, la scénographie de théâtre, des émissions de radio, puis la vidéo, des scénettes très construites dont tu es l'héroïne dans Works and Days, par exemple. C'est seulement 15 ans plus tard que tu retournes à la peinture différemment, à ton rythme, en toute liberté de forme, du format XS au XXL, en toute liberté de sujet. C'est ce que tu m'as aussi avoué, grâce à des amitiés chères, souvent construites à la Villa Médicis, qui te donnent confiance. Je veux parler d'historiens de l'art comme Guy Caucheval, comme Philippe Morel, qui est pas loin d'ici et qui nous écoute, et de Danielle Libon, programmatrice de cinéma au Jeu de Paume. Tu aimes l'histoire de l'art, le cinéma, tous les films, tout le cinéma. La série B t'intéresse. Ta curiosité est infinie et imprévisible.
En 2010, tu rencontres le galeriste Christophe Gaillard et c'est le début d'un vrai compagnonnage entre vous. Nous nous sommes rencontrés en 2007, où nous avons, à la Maison Rouge, présenté dans une petite salle qui s'appelait le vestibule de la Maison Rouge, les Works and Days, les vidéos. Et ça a été un premier retour pour toi à Paris, je crois, sur la scène, un peu, on va dire, de l'art contemporain. Et puis, nous sommes restés évidemment en relation très, très proche. Et avec Antoine de Galbert, nous avons décidé de te proposer de faire une grande exposition en 2017 qui s'appelait « I Did It My Way ». Il y a peut-être une ou deux images qu'on pourra présenter. Mais retournons quelques années en arrière de cette chronologie que j'ai essayé de vraiment rapidement d'énoncer. Et il me semble que dans les années 90, tu avais perdu le plaisir de la peinture. Tu me vois venir, tous ces petits tableaux que tu n'avais finalement jamais cessé de peindre, où tu déclarais ta haine de la peinture. On en verra quelques-uns tout à l'heure. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Cette question du plaisir de peindre est-elle un moteur indispensable? Est-ce que tu vas à l'atelier comme certains auteurs assidus s'imposent une discipline nécessaire devant leur table de travail, ou au contraire, y retournes-tu avec une liberté totale, comme celle que tu prends quand tu t'attaques à une toile qui fait 9 mètres de long? J'ai envie de te passer la parole. J'ai envie de la prendre. Par quoi commencer? Une fois que je commence, on ne m'arrête plus, mais pour commencer, c'est quelquefois difficile. Le plaisir de la peinture. Parlons-en, le plaisir de la peinture, c'est d'abord le fait qu'ils s'inscrivent dans le plaisir de vivre tout simplement, et que les deux choses sont intimement liées. Mais le plaisir de la peinture, c'est plusieurs choses. C'est le plaisir de la peinture des autres, c'est le plaisir des œuvres des autres, c'est le plaisir d'être le spectateur, comme je le suis ici, dans les musées, dans les livres, sur les bases de données, Internet, etc. C'est le plaisir d'apprendre, c'est le plaisir de s'enrichir au contact des autres. Encore une fois, voilà, ce plaisir commence là. Ensuite, le plaisir de la peinture, il est complexe parce que la peinture n'est pas qu'un plaisir, je peux vous le garantir, puisque la peinture est un projet extrêmement... j'irai pas jusqu'à dire désespérant, mais décourageant, puisque il ne s'agit pas de vaincre des difficultés techniques, mais il s'agit d'avoir plus finalement de fantômes autour de soi, amis, admiration, et toutes ces flopées d'artistes qu'on a en permanence sur les épaules. C'est Aby Warburg qui disait que l'histoire de l'art, c'est une histoire de fantômes pour grandes personnes. Il disait un truc comme ça, je pense. Voilà, on est un tout petit artiste entouré, dans un monde qui a dans un passé énorme. Et quand on s'attarde à y réfléchir, on se sent vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, ce plaisir de peindre a, en fait, comme ombre, le déplaisir absolu de la peinture, la détestation de la peinture qui prend tout le temps. Ça prend tout le temps, sinon on ne peut pas la faire. Moi, je ne crois pas du tout à l'inspiration. Donc, comme Paula me demandait si, en fait, j'allais à mon atelier comme si je travaillais dans un bureau, je dirais oui, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que même si je n'ai pas envie d'y aller, j'y vais, entraînant les pattes, entraînant les chaussures, parce que ça me casse les pieds, quelquefois, bien souvent. Et que, une fois que évidemment, que le petit parcours en vélo ou en métro se fait avec un livre qui déjà accompagne mon trajet, qui n'est pas si long, une demi-heure jusqu'à l'atelier. Et puis arriver dans un espace
entièrement tranquille, où je suis entièrement seule. Ça, c'est déjà un plaisir, parce que c'est et probablement en ces périodes un petit peu difficiles, le fait d'avoir, comme disait encore une fois Virginia Woolf, un endroit à soi, une chambre à soi, c'est absolument extraordinaire, et je savoure avec plaisir, je me délecte de ce plaisir d'avoir des endroits où je peux être seule, réfléchir, m'endormir, parce qu'on s'endort ici aussi. Quand on fait de la peinture, je vous garantis qu'on s'endort, c'est-à-dire qu'on fixe, et tout d'un coup, pouf, on n'est plus là, on s'est endormi. Donc c'est pas de l'ennui, mais c'est un enduit, c'est autre chose, c'est la technique. C'est un ennui, disons, salutaire, positif, parce que c'est une rêverie. Et là où j'aime la peinture, c'est là où elle me permet une entière liberté de réflexion, de vagabondage, d'inutilité de ce que je suis, c'est-à-dire que je suis assise et je ne sers à rien, je suis dans un endroit, la peinture ne sert pas à grand-chose, ça n'est pas, quand pour une certaine peinture s'appelle par exemple je n'aime pas tellement Guernica, voire je déteste Guernica. Quand je dis je déteste Guernica, évidemment c'est pour un peu faire la maligne, parce que je ne déteste pas foncièrement Guernica, mais que je n'ai aucune confiance en le fait d'être de la peinture comme solutionner des problèmes qui soient politiques ou autres. Donc pendant que Guernica se peint, plus ou moins, sur le terrain de la guerre d'Espagne, des photographes meurent, qui nous ramènent évidemment des documents incroyables, voire Mourir à Madrid de Frédéric Rossif. Bref, je suis déjà en train de m'écarter du problème. Et Paula me regarde avec des gros yeux, elle se dit comment je vais la rattraper. Non, pas du tout. Je quitte la peinture pour la guerre d'Espagne, c'est peut-être un peu rapide. Donc, non, tout ça pour dire que c'est une... En ce qui me concerne, je ne passe pas une journée sans me dire que j'ai la grande chance d'être artiste, en fait, j'emploie pas souvent ce mot, mais de faire entièrement ce que je veux, d'où le titre de l'exposition à la Maison Rouge qui disait, voilà, je fais ce que je veux, j'ai fait ce que j'ai voulu. Voilà. Je l'ai fait à ma manière. Je l'ai fait à ma manière, et c'est vraiment la grande liberté d'organiser son temps, de peindre ce que l'on veut, pendant qu'on peut encore le faire. J'espère que ça continuera longtemps, mais on n'est pas certaine finalement qu'un jour ou l'autre, on ne soit pas obligé d'être soumis à quelques censures. Ça s'est vu récemment. Voilà pour commencer. Paula, je ne sais pas. En fait, on s'était dit, effectivement, tu as parlé de ce sujet de la peinture. Éventuellement, on pourrait te reprocher, ou tu penses qu'on pourrait te reprocher une peinture décorative qui n'est pas ancrée dans l'actualité. Tu viens de dire pourquoi tu ne souhaites pas l'ancrer dans l'actualité. Mais pas de façon frontale, tout au moins. Voilà, pas de façon frontale. Et pourtant, moi, j'ai des exemples de tes dessins radiophoniques. Oui. Cette série de dessins que tu réalises en écoutant la radio, très souvent France Culture, me semble-t-il, et où j'ai l'impression que tu es au contraire complètement traversée par l'actualité, par l'histoire, en écoutant ces émissions, et qu'elle te submerge. Et ensuite, tes dessins, qui contiennent des écrits, de l'écriture, sont comme des débris magnifiques de ces flots de paroles que tu entends et que tu retranscris. Est-ce que tu peux un peu nous parler des dessins radiophoniques? De ces dessins? Alors déjà, on va aborder les choses un tout petit peu sommairement, je suis désolée, mais comme on n'a pas tellement de temps. Déjà, la radio dans ma vie est très importante. Parce que quand je travaille, je n'écoute quasiment pas de musique, mais j'écoute la radio, même si les voix qui sont quelquefois lointaines disparaissent. Je ne sais plus de quoi il s'agit parce que je suis absorbée par ce que je suis en train de faire. Donc ce sont des vagues comme ça où tout d'un coup j'entends quelque chose, ça retient mon attention, comme tout auditeur, je pense. J'aime la radio parce que j'aime interviewer les gens et j'ai beaucoup aimé travailler avec France Culture, par exemple, sur différents sujets.
Et oui, les dessins radiophoniques sont une sorte de, oui, de mémoire de ce que j'écoute. Donc je me laisse aller, j'entends, je note. Un dessin arrive, c'est assez peu prémédité et quelquefois j'écris très très vite ce que j'écoute. Et pour moi, le plus amusant, enfin là, ça m'amuse vraiment, j'aime bien faire ça parce que je sens que je suis pleinement dans l'actualité, quoi. Et ce qui m'amuse, c'est de retrouver ces dessins après, parce que je me dis, mais de quoi je parle et de quoi s'agit-il? Et ça me fait réfléchir encore d'une autre manière, c'est-à-dire que je suis professeure aussi aux Beaux-Arts, et à mes étudiants, je dis faites. Dans un premier temps, ne réfléchissez pas forcément. Il faut évidemment aller chercher autour du travail, des informations, enfin ce qu'a priori un étudiant d'école des Beaux-Arts peut faire. Et puis ensuite, il faut essayer de se dédoubler, essayer de voir ce qui a été dessiné, sculpté, enregistré. Qu'est-ce que c'est que ça? Faire comme si on n'en était pas l'auteur. Et on en est tout d'un coup le spectateur, l'auditeur, et on essaie de décrypter ce qu'on a fait. Et pour décrypter ce qu'on a fait, il y a quelquefois l'aide des autres, mais il y a aussi les efforts qu'on doit faire soi-même pour aller essayer de comprendre. Alors c'est presque psychanalytique finalement, pour essayer de comprendre pourquoi telle forme, pourquoi. Alors il ne faut pas le faire tout le temps, mais il y a des arrêts qui sont absolument nécessaires, des rythmes où on travaille, où on ne réfléchit pas, enfin, je parle pour moi, d'autres où on examine, d'autres où on ne fait rien, d'autres où on va citer. Alors le plaisir aussi de la peinture, en ce qui me concerne, c'est le plaisir de la citation. J'aime beaucoup citer les autres. Quand j'écris et que je cite, évidemment, je n'oublie pas de nommer mes citations. Dans la peinture, quelquefois, c'est plus confus parce que je ne vais pas mettre une flèche en disant personnage inspiré de Caspar David Friedrich, par exemple. Mais disons que pour moi, le fait de peindre, c'est absolument déhiérarchiser, c'est-à-dire qu'il n'y a ni chose noble, ni chose fade, ni sujet inintéressant. La banalité est passionnante, des choses singulières peuvent être tout d'un coup se transformer en carabosse parce que ça n'a plus aucun intérêt. Il y a aussi l'idée d'assemblage, de montage, comme un film en fait, de collage et d'aimantation des idées, quoi. Tout d'un coup, une idée en amène une autre, une forme en amène une autre, et puis plouf, on efface tout. Ça peut se passer comme ça, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors l'image que Paula vient de vous présenter, oh, on voit rien. Pourquoi on ne la voit pas? Bref, je vais vous la décrire, parce qu'elle est ici, moi je la vois très bien, là elle est atroce. Bon, alors c'est une peinture qui a été faite il y a quelques années, et qui cite en petits points lumineux dorés, une sorte de famille d'artistes que j'aime, qui vont, je ne me souviens plus trop ce que j'ai écrit, ça a quelques années, et là je ne le vois pas, qui vont de Stingel, en passant par Sigmar Polke, Fra Angelico, Liberace, qui n'a rien à voir dans cette affaire, puisque c'est un Américain de music hall, Barnett Newman que j'adore, Gina Pan, David Weiss de Fuchsli & Weiss, Leigh Bowery qui est un artiste performeur qui est mort bien des années et qui était le modèle de Lucian Freud. Par exemple, Else Wright, je ne sais plus du tout qui c'est, mais probablement est-ce quelqu'un que j'avais trouvé en feuilletant des archives, et voilà. Et après, donc, si vous voulez, si je vois ce nom, maintenant, je vais aller regarder sur mon téléphone. Je vais qui c'est? Je vais me souvenir de la raison pour laquelle je l'avais choisi. Nicolas Poussin, bien sûr. Donc, vous voyez que... Et James Whale, qui a réalisé le premier, un Frankenstein. Donc, tout ça pourrait sembler être... pardon. Ça peut être une espèce de bazar, de fatras, mais ça ne l'est pas parce que le plaisir aussi, en fait, c'est le plaisir de réunir des choses... qu'on ne peut pas réunir, c'est-à-dire de passer de Nicolas Poussin. Comment je vais aller de Nicolas Poussin, par exemple, je ne sais pas quoi, à Chanel? La route est longue et les chemins, il y a plein de chemins possibles à inventer. Et en ce qui concerne Poussin, par exemple, et mon approche, par exemple, des expositions,
ce que j'adore aussi chez Poussin, ce sont les maquettes que faisait Poussin, les personnages qu'il habillait afin de pouvoir peindre, d'étudier le drapé, dans ces grandes maquettes éclairées, c'est extraordinaire, quoi. Je vais un peu n'importe où, hein. Et à côté de ça, sur l'image, vous voyez des titres. Les titres de mes peintures sont extrêmement longs en général, et je les oublie toujours. Ce qui fait que je suis toujours obligée de demander à la galerie à la galerie à laquelle je travaille, dis-moi le titre de ce tableau, dis-moi le titre de ce tableau, je ne sais pas. En fait, celui-ci s'appelle Les Invités, et les titres des autres tableaux sont là, vous voyez qu'il y a des écouteurs, et en fait, ces titres ont été une grande liste de ces titres ont été enregistrés par Jean-Louis Trintignant. Et donc, on entend comme ça une espèce de litanie, finalement. C'est l'inconnu qui fait peur, je ne sais plus les titres. On entendait des bruits venus de l'autre monde, des soupirs de terreur, d'angoisse profonde. Peinture préparatoire de Jean Painlevé pour, je ne sais pas quoi, Some Jellyfish, je ne sais plus. Tout ce que je dis, tout ce que j'entends. Enfin, moi, je le dis très mal, mais quand il y a la voix de Jean-Louis Trintignant, c'est assez envoûtant, je dois dire, et c'était super drôle de le voir dire ces phrases finalement relativement simples, de les répéter, de les redire, de chercher un ton. Par exemple, quand il y a un tableau qui s'appelle Mickey est moche, alors il dit Mickey est moche, Mickey est moche, Mickey est moche. Il cherche tout un tas de tons qui vont l'amuser pour dire Mickey est moche. Mais comme si c'était un texte, c'est-à-dire que mes petits textes, il les a pris au sérieux comme le texte d'un rôle qu'il aurait à interpréter. C'est là que je voudrais te demander, parce qu'on parle de l'artiste seul dans l'atelier, et puis tu nous cites un travail que tu fais avec Jean-Louis Trintignant. Et donc, je voudrais savoir quelle place a ce travail collectif que tu mènes, parfois avec une personne, parfois avec un comédien ou avec un scénographe, quand tu construis tes projets. Est-ce que ça t'apporte autant de satisfaction que de réaliser une œuvre seule? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de travailler en commun quand on est artiste, d'avoir besoin du collectif? Eh bien, d'abord, c'est le plaisir de la rencontre, encore une fois, c'est le plaisir d'aller écouter d'autres personnes pour se sortir de cet atelier et du non-stop avec soi-même, qui est un danger parce que, bon, on ne peut pas faire les choses seul. Alors après, il y a différentes collaborations. Il y a les collaborations lorsqu'on prépare une exposition. Moi, j'ai un sparring partner qui s'appelle Benoît Pfovadel, qui est un garçon à qui je parle. Et sa qualité, c'est de m'emmener là où je n'ai pas forcément envie d'aller et d'aller dans des projets qui me font peur. C'est-à-dire, je me dis, oh là là, mais je ne vais pas savoir faire ça. Et puis, il m'emmène dans le doute. Et comme il m'emmène dans le doute et qui m'accompagne, je prends davantage de risques parce que je me sens en sécurité avec lui. La dernière expérience étant celle du Salon d'honneur des Invalides en ce moment pour l'exposition d'Éric de Chasset, Napoléon encore, où on a fabriqué des drapeaux métalliques avec des parties en verre soufflé, etc. Chose que je ne sais absolument pas faire toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'on rencontre des artisans, on fait des plans, on discute. Et ça, c'est vraiment, c'est une vraie récréation. Ça, c'est l'assistanat, disons, et technique et sparring partner. C'est-à-dire, cette personne, je peux lui dire tout ce que je veux. Alors, quelquefois, on n'ose pas. C'est très difficile d'oser, parce que c'est très difficile d'oser le pire et d'oser dire, tiens, j'ai une idée. C'est certain qu'elle va être catastrophique, mais disons-la quand même. C'est-à-dire qu'il faut absolument être catastrophique, être mauvais, toucher le fond pour essayer de reconstruire quelque chose. Donc ça, c'est perturbant, mais passionnant. Ensuite, il y a les collaborations en tant que scénographe. Je fais ça de temps en temps. Ça me plaît, ça me distrait. Parce que, alors là c'est encore une autre affaire, et les expériences récentes que j'ai, donc pas plus tard qu'hier, un décor est parti parce que la pièce va être dans le festival IN d'Avignon, et donc je travaille avec des menuisiers, nanana, je vais
vais voir, je dirige l'équipe, quoi. Et j'essaie de bricoler un peu, mais je suis très mauvaise en bricolage, donc on se moque de moi. Mais j'essaie de travailler avec cette équipe pour pas juste venir le matin en disant ça. J'aime pas tellement cette approche. Et je fais des dessins très mauvais. Alors le directeur technique de Bobigny à la MC 93, il me dit, il est italien, il me dit, oh là là, heureusement, nous on en a marre des SketchUp, des ordinateurs, tout ça. Un rond de tel diamètre, on le voit, c'est pas la peine que tu nous fasses un truc. Bon, je m'écarte. Donc ça c'est très, très intéressant. Et la particularité de ce travail aussi, pour cette fois-ci, qui s'appelle Le Dernier Voyage, et qui est une espèce de voyage de Gulliver, dirions-nous, va être interprété par des comédiens qui sont des comédiens professionnels autistes et trisomiques. Et donc tout ça se fait, ils font un travail incroyable d'apprentissage avec des indicateurs de texte qui sont longs. C'est très très émouvant, on rit énormément. Voilà, alors le plaisir aussi, souvent on se dit... tout ce qui est du domaine de l'art, c'est pas franchement marrant. Quand on voit les gens, les historiens sont a priori pas les gens les plus drôles, mais il y en a des drôles. On a une idée toute faite de ces corps de métier. Dans les galeries, on dit pas bonjour. Il y a des gens qui ne sourient jamais, je pense que le sourire va être comme un voile sur l'intelligence. Moi, j'adore rire, j'ai le plaisir de rire, j'ai le plaisir de m'amuser, j'ai le plaisir d'être bête, j'ai le plaisir d'être stupide. Voilà. Et mon ami Philippe Morel, ici présent, m'a enseigné ce qu'était le serioludere, que j'ai bien le plaisir et le sérieux. C'est une chose... c'est une invention extraordinaire, c'est-à-dire que le sourire n'enlève ni la culture ni la pertinence, et le masque n'enlève ni l'ignorance ni la bêtise. Bon, je finis cette phrase, point. Alors, je crois que tu as touché un point là. Je voulais qu'on parle un peu, parce qu'on n'a pas montré beaucoup d'images. Il est quelle heure? Ça va? Bah oui, je crois c'est qu'on pas que je m'en oui, non, je voudrais pas déborder. Non, très très bien, tout va très bien. bien. Ça va, super. On a préparé un certain nombre d'images de tes grands tableaux. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Hein. Mais bon, bref. Et qu'on peut regarder ensemble. L'idée, c'était de travailler de réfléchir à cette question de la construction du tableau et de l'énigme et d'indices qui se cachent dans le tableau et du plaisir que tu as peut-être à cacher des énigmes dans le tableau ou des histoires. Et de se poser la question est-ce que tu as envie de nous en dévoiler quelques-unes? On peut... alors par exemple, cette peinture-là s'appelle modestement La bataille de San Romano. Ça n'a pas tellement à voir avec la bataille de San Romano, mais c'est son nom. Et d'ailleurs, il y a une exposition... voilà, qui est en train... Ça me revient à l'instant, qui est en train de se construire sur les artistes qui ont travaillé autour de la bataille de San Romano. Sauf que moi, je n'ai pas travaillé sur le thème de la bataille de San Romano. J'ai vu ce tableau, je me suis dit, tiens, c'est ma bataille de San Romano. Mais je ne traite pas des sujets. Je ne me dis pas, tiens, je vais peindre là-dessus, je vais peindre là-dessus. Sauf... Enfin, il y a quand même des cavaliers oui. et des bannières. Oui, bien sûr. Mais bon... c'est pas par hasard que tu t'es dit, c'est ma bataille de San Romano. Non, mais je ne me le suis pas dit. Je me suis pas dit, je vais travailler... Oui. J'ai pas de projet. Quand je commence à peindre, moi, j'ai pas de projet du tout. C'est un mur. Je sais pas ce que je vais raconter, sauf que une peinture après l'autre, on est évidemment un peu dans le même mouvement. Mais je n'aime pas l'idée, par exemple, c'est pour ça que je ne regarde une fois qu'une peinture est terminée, elle est retournée. Je n'aime pas l'idée d'ensemble. C'est-à-dire que moi, mon idéal, un peu, il est assez spectaculaire dans le sens où, par exemple, quelqu'un comme Magritte, dont je ne suis pas fanatique, m'enthousiasme totalement quand, passant de cette peinture que l'on connaît,
tout d'un coup, première exposition à Paris, il fait une exposition abominable, avec des figures que personne ne peut reconnaître. On ne peut pas reconnaître Magritte, et c'est ce qui s'appelle sa période vache. C'est vraiment un truc d'un courage, je trouve, incroyable, une fois qu'on est établi, tout d'un coup de donner, avoir finalement une sorte d'horreur de la peinture, une chose qu'on ne peut pas regarder tellement c'est moche. Enfin, moche par rapport à un passé. Tu m'as mis cette image, tu as une idée derrière la tête? Non, en fait, je voulais aller à une autre peinture, mais je ne sais pas si tu l'as mise. Voilà. Ça, c'est inspiré de Magritte. Voilà, justement. Parce que je voulais montrer, je voulais profiter du moment. Donc ça, c'est inspiré de Magritte, ce personnage, comme ça. Donc par contre, là, j'ai fait une espèce de comment dire, de déclinaison comment s'appelle ce tableau, Jean-Marie? Je ne sais plus. On voit ce bonhomme. Non, c'est pas ça. Ce bonhomme avec le nez vert. Comment s'appelle ce tableau? Je ne sais plus. Je cherche pas. C'est le Magritte. Et puis en plus, ça m'amuse de réinsérer ensuite ces peintures dans des décors qui sont souvent très modestes, comme vous le voyez. Enfin, j'adore les ors, j'adore la théâtralité des lieux, j'adore le spectaculaire. Voilà, donc c'est une... Oui, c'est un petit peu la dérision, c'est de prendre une figure et de la décliner. Alors, ça nous mène vers les carreaux. Ça nous mène vers les carreaux. Ah oui, alors les carreaux... Les carreaux orange et blanc. Alors je vais plus loin là. Ah ben elle n'y est pas. Si, en arrière, en arrière. Non, elle n'est pas là parce que je l'ai mise. Ah la voilà. Alors par exemple ici, c'est la dernière exposition à Paris. Donc c'est une très grande peinture de 10 mètres. Peinture dans laquelle il y a un petit, je suis en train de le chercher, un petit clin d'œil pour Philippe Morel ici présent. Je ne sais pas s'il le sait. Donc là, la peinture aurait très bien pu être présentée autrement, mais tout d'un coup, je me suis dit, je n'ai pas envie de la mettre toute droite, ça me casse les pieds. En fait, moi, une fois que les peintures sont faites, ça m'ennuie. Je veux en faire d'autres. Il faut que je m'amuse autrement. Je ne vais pas dire que toutes mes peintures sont mises dans tous les sens, mais disons, je m'autorise de temps en temps un petit plaisir. Donc le plaisir, là, c'était de se dire, eh bien, cette peinture a été accrochée, elle s'est décrochée, les chaînes se sont cassées. Heureusement, il y avait une chaise ici. Donc, c'est Buster Keaton, quoi. Un peu. Alors, je ne sais pas, il y a caché là-dedans, mais on ne peut pas le voir, un tout petit écureuil. Et Philippe Morel m'ayant confié que son animal préféré était l'écureuil, il m'a confié ça quand il était dans mon atelier. L'écureuil n'y était pas encore. Et je lui ai dit, écoute Philippe, tu auras ton écureuil. Et j'ai tenu parole, mais je ne sais même plus où il est avec une bonne image là. Mais on ne peut pas le voir. Ce qui fait que la peinture ne déborde pas, mais à mon sens, elle a besoin quelquefois, enfin, à mon sens, à moi, d'une espèce de mise en scène. Et ces carreaux orange sont venus, qui sont des carreaux en scotch orange tout bête, sont venus après avoir vu l'exposition au Musée d'Art Moderne Derain, Giacometti et qui Derain, Giacometti, disons un troisième. Qui c'était? Derain, Giacometti, Balthus. Et j'ai découvert un tableau là, de Derain que je ne connaissais pas du tout, qui était une femme avec une robe à carreaux orange, comme ça, à ligne. Oh, je me suis dit, ça c'est trop beau. Et moi, je photographie énormément de détails dans les musées. Après, je ne sais plus d'où ça vient, mais je photographie des détails. Donc cette robe de Derain, finalement, pouf, est passée dans un drapeau, qui est le drapeau de mon territoire autonome. Je ne sais pas si on l'a, le drapeau du territoire, je ne crois pas. Donc c'est un drapeau écossais, comme ça. Et puis ensuite, tout ça est venu sur les murs et c'est un petit peu un signe, un signe qui me plaît de poser sur les murs pour ensuite installer les peintures. Non, donc mais la peinture un peu mise en scène, montrer la peinture me plaît aussi parce que je peux m'amuser avec elle et trouver d'autres... et poursuivre une espèce de recherche, quoi. De ne pas être seulement avoir le tableau fini, clac, on le montre. Tu m'avais posé une question, tu m'avais dit une fois, est-ce que tu aimes regarder tes peintures? Alors, réponse non. Non, mais parce que je suis venue à la maison, je suis venue chez toi et il n'y avait pas ni un catalogue de ton travail,
ni un dessin de toi, ni une peinture non. accrochée dans un coin. Ah non, c'est même pas envisageable parce que moi je veux pas vivre avec les images que je produis. Vraiment, c'est hors de question. D'ailleurs, j'ai peu d'images autour de moi à la maison. Mais Paula m'a dit et est-ce que tu aimes aller voir tes tableaux chez les collectionneurs? Je dirais encore pire. Parce que je veux bien rencontrer les collectionneurs parce que c'est super intéressant, mais voir comment ils s'approprient la peinture et dans un contexte quotidien. Voilà. Moi, j'aime les peintures avec lesquelles je prends rendez-vous. J'aime aller au musée, j'aime aller dans des galeries. Je prends mon temps, mais je n'ai aucun goût pour la collection ou possession. Vas-y. Non, dans ce quadrillage orange, il y avait aussi une deuxième histoire du quadrillage dont tu m'avais parlé, oui. À propos de cette photo que tu avais trouvée à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, où toutes les vitrines des magasins... Je te laisse continuer. Parce que oui, il y a une série de photos qu'on trouve d'ailleurs sur Internet assez facilement qui... je ne sais plus sur quel site, qui montre les vitrines de Paris pendant la guerre et donc la protection de ces vitrines afin que le verre n'explose pas et que les gens ne soient pas blessés. Donc énormément de magasins, on voit des vues de Paris où des grands magasins auraient pu quadriller tout bêtement, mais ont tout d'un coup inventé des formes. Alors, par exemple, chez les fleuristes, il y a des fleurs. Tout ça est fait en papier collant. On disait en papier collant à l'époque, je pense. C'était pas la grande époque des adhésifs. Et c'est absolument merveilleux parce que ce sont des espèces de je sais pas quoi, d'ornements dans la ville, mais des ornements qui servent aussi à protéger. Et ça m'a beaucoup... J'ai pas fait encore grand-chose avec ça, mais ça ne saurait venir. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, Paula a mis cette photo qui fait partie aussi des jeux avec la peinture. C'est bon, quelquefois je suis derrière mon ordinateur, j'attrape une peinture que je préfère sur l'ordi parce que j'aime bien les images lumineuses et j'essaie de m'insérer dans les affaires des autres, en fait, dans les films des autres. Et j'adore la peinture au cinéma parce qu'elle est toujours atroce. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi ces croûtes qu'on voit hors lumière sont si efficaces, que ce soit dans les films d'Hitchcock ou même dans le portrait de Dorian Gray, etc. Mais c'est atroce, c'est laid, c'est mal peint entre guillemets, c'est très plat, académique, mais ça a un pouvoir évocateur absolument génial. Donc c'est pour ça qu'il y a un ensemble d'images comme ça, où je me suis amusée à rentrer, à installer mes peintures dans le film. Donc la peinture sérieuse que je fais m'aide aussi à des récréations. Et en termes d'œuvre, ça aboutit à un panneau lumineux, à un objet lumineux, par exemple celui-là. Ça peut aboutir à des caissons lumineux. Des caissons lumineux qui sont aussi présentés dans tes expositions à la galerie, qui sont indépendants et autonomes. Qui sont comme des grandes diapositives, finalement, qu'on verrait comme ça, suspendues. Est-ce que ce n'est pas le moment de passer le petit film ? Oui, si on peut. C'est 5 minutes, mais il est où ? Il est censé être où ? J'ai peur. Est-ce qu'il y a help ? Je ne sais pas me servir d'un PC. Je ne dis pas que je ne sais pas me servir d'un ordinateur, mais je ne sais pas me servir d'un PC, ça c'est clair. Lecteur USB 10 local. Mais il y a toujours ton téléphone est toujours branché ? Oui. Pourquoi on ne voit pas là ? Oui, je ne sais pas. Sinon, on laisse tomber. C'est vraiment dommage parce que... Non, il ne charge pas, il est trop lourd. On laisse tomber ? Je veux vous le raconter. Écoutez... Un dessin animé dommage. Érotique en plus. Mais oui, parce qu'on s'était dit qu'on ne pouvait pas être présente dans un festival d'histoire de l'art qui parle du plaisir sans aborder la question du plaisir sexuel et érotique. Et tu avais quand même réalisé il y a quelques années ce petit film d'animation intitulé Tea Time. Tea Time,
que nous voulions présenter. Moi, j'ai un peu de mal à abandonner l'idée de... Donc, pendant que tu parles, essaye de voir... Alors donc, oui, mais si je raconte et qu'on trouve le film... Donc en fait, ah oui, ça aussi. Donc là, on n'a parlé que de peinture pratiquement. Et puisque Paula tient à montrer ces choses, j'ai fait aussi des documentaires. L'un... Ouais, c'est trop lourd. Je peux pas. Mais ouais, ça fait 4 gigas, c'est trop lourd. Alors, qu'est-ce que je dis? Oui, donc je parle de ce petit film. C'était un film d'animation, mais extrêmement simple, noir et blanc. C'est un dessin vraiment animé qui s'appelait Tea Time et qui racontait, suite à mon intérêt pour certaines peintures du XVIIIe siècle, qui représentent, je ne l'ai pas là non plus, qui représentent des scènes de portraits assez ennuyeuses. Il s'agissait d'un couple de profil qui prenait le thé et on entendait le bruit d'une mouche. Bzzz, cette mouche se posait sur le nez du monsieur et puis sur sa perruque et puis tournait, et la dame qui était en face de lui avec son éventail et le petit chien qui jappait. Tout ça dans un décor qui nécessitait des recherches parce que c'était vraiment des éléments de décor de l'époque. Voilà, cette dame se moque de lui, a un fou rire terrible, la gorge déployée, ce qui fâche beaucoup le monsieur qui s'en va dans un couloir dans lequel sont encadrées des mouches. Et les mouches, encore une fois, c'est une chose... C'est pour essayer de vous dire les liens comme ça qui ne viennent pas de nulle part, les mouches peintes dans l'histoire de l'art. Et dans certains textes de Daniel Arras, par exemple, où il parle de telle mouche peinte sur tel tableau. Donc moi, je reprends la mouche qui n'est pas peinte, mais qui est en vidéo, avec ce personnage qui se promène et qui réfléchit, qui chante, le chien qui le suit. Il rentre dans une grande pièce. Tout à fait ornementé, il s'ennuie, il attrape un livre, le chien ne peut pas rentrer parce qu'il lui a claqué la porte au nez, et puis tout d'un coup il s'assied, le livre tombe, il voit passer un lapin. Et tout d'un coup il a des idées avec ce lapin, un désir de ce lapin absolument fou. Et on le voit en train de s'occuper du lapin. Et cette partie animée, elle a été animée image par image à la main. Donc le type est nu, en érection, avec le lapin qui tourne. Alors c'est pornographique. Mais le fait c'est extrêmement exagéré. Mais le fait que ce soit dessiné permet aussi de... ça serait fait avec des vrais acteurs, ça serait de mauvais goût. Et puis ça serait pas drôle, voilà. Donc ça se passe comme ça, et puis elle vient servir le thé et elle regarde par le trou de la serrure, la dame qui s'était moquée du monsieur, elle regarde par le trou de la serrure et elle n'en croit pas ses yeux, elle voit un truc abominable et elle regarde par le trou de la serrure et elle réfléchit comme ça, elle tourne la tête et elle file hors champ et elle revient avec un grand masque de lapin. Et elle sert le thé, elle ouvre, elle fait la jolie, comme ça, il y a un perroquet qu'on voit et qui crie. Et le marquis, que j'appelle le marquis, la regarde, il est nu dans la pièce puisqu'il était occupé. Et il la regarde et tout d'un coup, le lapin est parti on ne sait où. Et il fait signe à cette dame de venir le suivre. Il l'attrape par la main et tout d'un coup, tout le dessin animé... vibre comme ça et on entend des bruits de vaisselle, de ces vaisselles en porcelaine, bon bref. Et puis les voici qui reviennent, tous les deux en dansant après avoir pris un plaisir probablement terrible. Voilà. Et ils se remettent à boire leur thé. La mouche revient et c'est reparti. Et bzzz, la mouche, voilà, c'est une chose sans fin. Vous avez raté ce grand moment hollywoodien. Vous avez raté ça, mais vous avez eu le droit à la description par Hélène Delprat de son film érotique et ça vaut son pesant de mouche. Ça vaut son pesant de mouche, mais tout ça pour dire aussi que quand j'aime beaucoup filmer, je ne suis pas réalisatrice, on a eu une grande conversation à un sujet une fois, mais je fais des films régulièrement qui vont de l'interview, mais la vraie interview avec un vrai personnage à qui je demande la vie, des explications, le passé, hein, qui sont, vous voyez, des chemins totalement différents, mais qui sont liés, mais qui sont quand même tous liés
tous liés. Alors ça se voit pas évidemment. Moi, on me demande rarement de le faire. Et puis, mais j'aime bien savoir que je vais là, de là à là. Je peux passer par là, là. Mais il y a toujours une raison d'y arriver et une raison qui n'est pas inventée. C'est pas le hasard, quoi. C'est vraiment des constructions qui m'échappent quelquefois, mais voilà. Je crois qu'il reste quelques minutes pour que le public, s'il souhaite poser une question, n'hésite pas à le faire. Et puis, nous reviendrons l'année prochaine avec un film en Technicolor sur une clé USB qui fonctionnera. On est désolé. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de micro aussi. On vous remercie beaucoup, toutes les deux. Et, Hélène Delprade, c'était un plaisir de vous entendre. On aurait continué encore plus longtemps. Et Paula, merci beaucoup parce que c'était vraiment un dialogue extrêmement bien préparé. Donc, oui, enfin ça fait partie des difficultés techniques récurrentes. Et donc, au nom de l'Institut national d'histoire de l'art et de l'ensemble des organisateurs du festival, on vous remercie de votre présence, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et donc, j'invite le public soit à rester pour l'intervention de Philippe Morel, soit à rejoindre, à emprunter la sortie pour rejoindre un des nombreux événements de ce festival. Merci beaucoup. Merci à vous.